Les frontières se sont fermées sans bruit, mais la décision frappe fort, car le Burkina Faso a suspendu tout le tourisme pendant 3 mois après une tentative de coup d'État déjouée. Ce gel, qui touche vols, agences et déplacements, révèle un paradoxe de sécurité. L'ouverture économique supposée protectrice devient un vecteur de vulnérabilité exploité par des acteurs dissimulés. Pourquoi ce choix maintenant? Que change-t-il pour les citoyens et la région? Et pourquoi Ibrahim Traoré estime-t-il que le risque immédiat l'emporte sur le coût économique? Derrière le silence administratif, une enquête progresse, des contrôles se resserrent, et un pays choisit la vigilance comme doctrine provisoire. Ce rapport propose d'aller au-delà de l'annonce brute pour expliquer ce que révèle réellement la suspension du tourisme au Burkina Faso et pourquoi cette mesure s'inscrit dans une logique plus large de sécurité nationale. Il ne s'agit pas seulement d'un choix administratif, mais d'un signal adressé à la population, aux acteurs économiques et aux observateurs régionaux, à un moment où la confiance et la souveraineté sont perçues comme fragiles. L'enjeu pour le lecteur est clair. Comprendre comment une activité associée à l'ouverture, aux devises et aux échanges culturels peut être requalifiée en risque stratégique, et ce que cela dit des méthodes contemporaines de déstabilisation politique. Dans ce contexte, la décision validée par Ibrahim Traoré met en balance une perte économique immédiate et la prévention d'un effondrement institutionnel jugé plus coûteux à long terme. Elle interroge aussi la capacité d'un État sahélien à contrôler ses frontières sans s'isoler durablement. Ce décryptage vise donc à éclairer les mécanismes, les coûts et les paris implicites de ce choix afin de permettre au public d'évaluer s'il s'agit d'une parenthèse défensive ou d'un tournant durable dans la gouvernance sécuritaire du pays. 3 mois. C'est la durée annoncée de la suspension totale du tourisme, une mesure présentée comme temporaire mais déclenchée par une découverte jugée suffisamment grave pour justifier un gel immédiat. Selon les autorités, plusieurs personnes impliquées dans la tentative de coup d'État seraient entrées au Burkina Faso sous couvert de séjours touristiques, utilisant visas, agences de voyage et déplacements ordinaires comme par avant. Ce constat change l'angle de lecture. Le tourisme n'est plus un secteur neutre, mais un canal potentiellement exploité dans une opération de déstabilisation. Dans les jours qui ont suivi l'échec du putsch, les enquêtes se sont accélérées. Arrestations, analyses de communication, recoupement de déplacements et de rencontres ont progressivement dessiné un schéma que les services de sécurité décrivent comme coordonné et influencé depuis l'extérieur. Des individus seraient arrivés séparément, parfois à des semaines d'intervalle, sans signe visible de coordination, avant que les renseignements ne relient les points. Ce mode opératoire, discret et fragmenté, aurait retardé les soupçons initiaux. C'est dans ce contexte que la décision politique s'inscrit. Pour le gouvernement, autoriser la poursuite du tourisme pendant que ces investigations sont en cours reviendrait à maintenir une faille ouverte dans un moment de vulnérabilité aiguë. L'argument central repose sur une logique de filtrage. Lorsque l'entrée sur le territoire devient un enjeu de sécurité, les règles ordinaires d'accueil sont suspendues au profit de contrôles renforcés. Ibrahim Traoré est présenté comme assumant cette ligne dure parce qu'il ne considère pas la tentative de coup d'État comme un épisode isolé. Le discours officiel insiste sur une mémoire régionale marquée par des ingérences répétées et des changements de régime perçus comme téléguidés. Dans cette lecture, le tourisme aurait été détourné de sa fonction économique pour devenir un masque, précisément parce qu'il repose sur la confiance et la circulation. Cette mini-révélation sert de point d'appui au reste du récit. Elle explique pourquoi une décision apparemment extrême est décrite comme proportionnée. Reste à comprendre comment cette mesure se traduit concrètement pour les acteurs concernés et quels signaux elle envoie au-delà des frontières.
Sur le terrain, les premiers effets de la suspension se font sentir bien avant toute conclusion d'enquête. Les guides touristiques, chauffeurs, hôteliers et petits commerçants voient leurs activités s'arrêter net sans période de transition. Pour beaucoup, le tourisme représentait une source de revenus fragile mais régulière, souvent complémentaire à d'autres activités déjà mises sous pression par l'insécurité régionale. La décision transforme ainsi un risque abstrait en contrainte quotidienne très concrète. Du côté des citoyens, les réactions oscillent entre inquiétude économique et adhésion sécuritaire. Certains soutiennent ouvertement la mesure, estimant que la protection des institutions prime sur les pertes financières à court terme. D'autres redoutent un effet domino sur l'emploi et la circulation de liquidités locales, en particulier dans les zones urbaines dépendantes des flux de visiteurs. Cette tension traverse les conversations publiques et privées, révélant un pays conscient d'avoir évité le pire mais incertain du prix à payer. Les ressortissants étrangers déjà présents se retrouvent eux aussi dans une zone grise. Les autorités annoncent que des vérifications individuelles, promettant une sortie autorisée pour ceux pouvant prouver un séjour légitime. Cette approche au cas par cas alimente un climat d'attente où la frontière n'est plus seulement une ligne géographique, mais un filtre administratif renforcé. Pour les acteurs locaux, cela signifie davantage de contrôle, de délais et d'incertitude. Ces impacts précoces montrent que la suspension n'est pas qu'un message politique. Elle redessine immédiatement les interactions entre État, économie et société en installant la sécurité comme prisme dominant. La question centrale devient alors simple et lourde de conséquences. Jusqu'où cette logique peut-elle s'étendre sans fracturer durablement les équilibres internes du pays? Avant la tentative de coup d'État, le fonctionnement des frontières et des circuits touristiques suivait des procédures considérées comme ordinaires dans un pays cherchant à maintenir une activité économique minimale malgré un environnement sécuritaire dégradé. Les arrivées se faisaient par vagues dispersées. Les contrôles reposaient largement sur les documents fournis et les agences locales servait d'intermédiaire légitime entre visiteurs et autorités. Dans ce cadre, le tourisme était perçu comme un secteur à protéger, non comme une zone à risque prioritaire. Le point de bascule intervient avec l'échec du putsch et les premières arrestations. Très rapidement, les enquêteurs commencent à analyser des éléments qui, pris isolément, paraissaient anodins. Des appels téléphoniques, des déplacements internes, des rencontres répétées dans des lieux ordinaires. En reliant ces données, un schéma se dessine. Certaines personnes soupçonnées d'implication seraient entrées sur le territoire en tant que touristes, sans signe visible d'hostilité ni affiliation apparente. Cette découverte agit comme un déclencheur, car elle remet en cause un principe fondamental, l'idée que le flux touristique est par défaut inoffensif. À partir de là, la chronologie s'accélère. Les services de SAM de renseignement élargissent leurs vérifications, croisent les listes d'arrivée, examinent le rôle de certaines agences de voyage et reconstituent des itinéraires étalés sur plusieurs semaines. Ce travail progressif transforme une enquête ciblée en une lecture plus systémique du risque. Le tourisme apparaît alors non plus comme un secteur périphérique, mais comme une possible faille exploitée dans un dispositif de sécurité déjà sous tension. C'est dans ce contexte que la décision politique était prise. Le gel de 3 mois n'est pas présenté comme une sanction, mais comme une pause stratégique. Pour Ibrahim Traoré et son entourage, maintenir les flux touristiques pendant cette phase reviendrait à laisser ouverte une porte dont l'usage détourné vient d'être mis au jour. Le calcul est assumé. Accepter un choc économique immédiat pour réduire la marge de manœuvre de réseaux jugés hostiles. Les annonces officielles suivent rapidement.
Vols, circuits organisés, mouvements touristiques sont suspendus, tandis que les ressortissants déjà présents font l'objet de contrôles individuels. Le message est volontairement ferme, presque dissuasif. Il marque une rupture entre l'avant, où l'ouverture restait la norme, et l'après, où chaque entrée devient un dossier à examiner. Cette transition rapide surprend autant les citoyens que les observateurs extérieurs. Les premières réactions internationales oscillent entre incompréhension et prudence. Certains y voient un signal autoritaire, d'autres une réponse contextuelle à une menace perçue comme existentielle. À l'intérieur du pays, la séquence est vécue comme un enchaînement logique, tentative de déstabilisation, révélation d'un mode opératoire, puis resserrement immédiat des règles. La chronologie, plus que la mesure elle-même, éclaire ainsi la logique du pouvoir. Cette succession d'étapes prépare le terrain pour la phase suivante, celle où la décision devra être justifiée par des éléments concrets et mesurables au-delà du récit politique. D'abord, les autorités mettent en avant la durée de 3 mois annoncée pour la suspension du tourisme. Présentée comme temporaire, cette fenêtre sert de repère politique. Avant, les flux entraient sans interruption. Après, ils sont volontairement arrêtés pour permettre un tri et une réévaluation. Dans le discours officiel, ces 3 mois ne constituent pas une sanction permanente, mais un intervalle destiné à absorber le choc sécuritaire et à restaurer un minimum de visibilité. L'argument est simple. Une mesure courte et concentrée vaut mieux qu'un laisser-faire prolongé sous enquête. Ensuite, elles insistent sur le changement de statut des entrants. Avant la crise, un visa touristique impliquait une présomption de bonne foi fondée sur des documents et des itinéraires déclarés. Après la tentative de coup d'État, cette présomption est renversée. Chaque personne entrée comme touriste devient un dossier à examiner, avec vérification des déplacements, des contacts et des communications. Ce basculement, difficile à quantifier en volume public, est néanmoins mesurable en intensité administrative. Davantage de contrôle, plus de temps consacré par les services et une réduction volontaire du nombre de cas à traiter simultanément. Puis vient l'élargissement du périmètre d'enquête. Initialement centré sur les auteurs directs du putsch manqué, les investigations s'étendent désormais aux circuits logistiques supposés, y compris certaines agences de voyage. Là encore, la donnée n'est pas un chiffre brut, mais un delta fonctionnel. L'enquête passe d'un noyau restreint à une lecture systémique. Cette extension est présentée comme la conséquence directe des recoupements effectués entre communication, mouvement et rencontres jugées atypiques. Dans ce cadre, la référence constante à la souveraineté sert de justification transversale. Les autorités expliquent que le coût économique immédiat, bien réel pour les acteurs du secteur, est inférieur au coût potentiel d'une instabilité prolongée. Le raisonnement repose sur une comparaison implicite, quelques mois de pertes contrôlées contre un risque politique jugé existentiel. Ibrahim Traoré est cité comme validant cette hiérarchie des priorités au nom d'une responsabilité à long terme plutôt que d'un calcul de popularité immédiate. Ces éléments chiffrés et quasi chiffrés ne constituent pas une preuve judiciaire publique, mais un faisceau d'indices présentés comme suffisants pour agir. Ils traduisent surtout un changement de doctrine mesurable, moins d'entrées, plus de filtres et un temps volontairement gagné pour comprendre. Reste à examiner si cette logique résiste aux critiques et aux contre-arguments, notamment ceux qui voient dans cette suspension un excès de précaution. Les critiques de la suspension du tourisme s'articulent autour de deux arguments principaux. Le premier avance que la mesure serait disproportionnée par rapport aux faits rendus publics. En l'absence de chiffres précis sur le nombre d'individus impliqués ou sur l'ampleur réelle de l'infiltration, certains observateurs estiment que fermer un secteur entier revient à pénaliser une économie déjà fragilisée
pour une menace encore mal documentée. Selon cette lecture, une réponse plus ciblée, centrée sur des profils précis et des contrôles renforcés, aurait pu limiter les dégâts collatéraux. Le second argument critique le signal politique envoyé. Suspendre le tourisme peut être perçu comme un aveu de vulnérabilité ou comme une dérive sécuritaire susceptible d'isoler davantage le pays. Des analystes soulignent le risque d'un précédent. Si chaque crise conduit à une fermeture brutale, la confiance des investisseurs, des partenaires et même des citoyens pourrait s'éroder. À moyen terme, cette logique pourrait transformer une mesure exceptionnelle en norme implicite, au détriment de l'ouverture économique et diplomatique. Face à ces objections, la réponse des autorités repose sur une hiérarchisation assumée des risques. Le gouvernement soutient que l'absence de chiffres publics détaillés ne signifie pas absence de preuves, mais reflète la nature sensible des enquêtes en cours. Rendre publics certains éléments chiffrés pourrait, selon lui, compromettre des procédures ou alerter des réseaux encore actifs. La discrétion est présentée comme une condition de l'efficacité, non comme un écran de fumée. Sur le plan du signal politique, l'argument étatique renverse la perspective. La suspension n'est pas décrite comme un repli, mais comme une affirmation de contrôle. Dans cette optique, montrer que l'État est prêt à sacrifier des revenus à court terme pour protéger ses institutions serait un message de fermeté adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ibrahim Traoré est associé à cette ligne en affirmant que la souveraineté ne peut être conditionnelle à la rentabilité immédiate. Le cœur du désaccord tient donc à une divergence d'évaluation du risque. Là où les critiques voient une menace diffuse et gérable, le pouvoir affirme percevoir une tentative structurée de déstabilisation. La suspension du tourisme devient alors moins une politique sectorielle qu'un test de doctrine. Faut-il accepter un coût visible aujourd'hui pour éviter un effondrement jugé plus coûteux demain? Ce basculement résume le cœur de la décision. L'entrée sur le territoire n'est plus pensée comme un flux à gérer, mais comme un risque à trier. La suspension du tourisme marque un changement de doctrine plus profond que la mesure elle-même. Elle acte l'idée que les menaces contemporaines ne se présentent plus sous des formes visibles, mais s'insèrent dans des circuits ordinaires, administratifs et économiques. Dans cette lecture, la frontière cesse d'être un simple point de passage pour devenir un dispositif actif de sélection. Le gouvernement affirme utiliser cette pause pour reconstruire ses protocoles. Il ne s'agit pas seulement de vérifier des identités, mais de coordonner davantage renseignements, immigration et acteurs locaux. L'objectif affiché est de réduire l'angle mort créé par la confiance automatique accordée à certains statuts, notamment celui de touriste. Cette logique explique pourquoi la mesure est décrite comme temporaire mais structurante. Même après la reprise, les règles pourraient rester plus strictes qu'avant. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le porteur politique de ce virage. Son discours associe explicitement la sécurité à la souveraineté décisionnelle, en insistant sur le droit de l'État à déterminer qui entre, pourquoi et dans quelles conditions. Ce n'est plus une réponse à un événement isolé, mais une redéfinition des priorités. Cette révélation médiane éclaire la suite. Si les frontières deviennent des filtres durables, les conséquences dépasseront largement le secteur du tourisme. Pour l'État, la suspension du tourisme se traduit d'abord par un recentrage des ressources administratives et sécuritaires. Les forces de contrôle peuvent réduire le volume d'entrées à traiter, approfondir les vérifications et coordonner plus étroitement les services impliqués. Cette approche est présentée comme un gain opérationnel immédiat, moins de flux, mais plus de lisibilité. En contrepartie, l'État accepte une perte de recettes indirectes et une exposition accrue aux critiques internationales
qu'ils jugent secondaire face à l'objectif de stabilité institutionnelle. Dans cette logique, la décision sert aussi de signal politique, affirmant que la sécurité prime sur l'attractivité à court terme. Pour les entreprises, l'impact est direct et souvent brutal. Les agences de voyage, hôtels, restaurants et transporteurs voient leur activité suspendue sans compensation annoncée à court terme. Les petites structures, déjà fragiles, sont les plus exposées car elles disposent de peu de réserves pour absorber plusieurs mois sans revenus. Certaines tentent de se reconvertir temporairement vers des clientèles locales ou des services alternatifs, mais ces ajustements restent limités. À moyen terme, l'incertitude porte moins sur la reprise elle-même que sur les conditions futures. Contrôle renforcé, coûts supplémentaires et procédures plus longues pourraient durablement modifier le modèle économique du secteur. Du côté des citoyens, les effets sont ambivalents. Une partie de la population soutient la mesure, y voyant une réponse ferme à une menace perçue comme existentielle. Cette adhésion repose sur l'idée que le pays a évité de peu un retour au chaos et que la vigilance collective est un devoir. D'autres, en revanche, ressentent la décision comme une pression supplémentaire sur des moyens de subsistance déjà précaires. Pour eux, la sécurité abstraite se traduit par des sacrifices très concrets, sans garantie claire sur la durée ou les compensations. À l'échelle régionale, enfin, la décision est observée avec attention. Dans le Sahel, où plusieurs États partagent une méfiance croissante vis-à-vis des mouvements étrangers, cette suspension peut faire figure de précédent. Elle suggère une convergence de doctrines, où la circulation transfrontalière est de plus en plus filtrée au nom de la souveraineté. Ibrahim Traoré est cité comme incarnant cette ligne, assumant un choix qui pourrait inspirer ou inquiéter les voisins selon leur propre vulnérabilité. Ces conséquences concrètes montrent que la suspension dépasse largement le cadre du tourisme. Elle redistribue les coûts et les responsabilités entre acteurs, tout en posant une question centrale. Si la sécurité devient le prisme dominant, comment éviter qu'elle n'érode durablement les bases économiques et sociales du pays? Dans un scénario d'évolution prudente, la reprise du tourisme se ferait après la période annoncée de 3 mois, avec des contrôles sensiblement renforcés. Dans cette hypothèse, les frontières rouvrent, mais selon des protocoles plus stricts intégrant des vérifications approfondies des itinéraires, des contacts et des intermédiaires. L'activité économique reprend partiellement sans retrouver immédiatement son niveau antérieur, tandis que l'État conserve un dispositif de filtrage plus lourd qu'avant la crise. Ce scénario suppose que les enquêtes en cours stabilisent la situation sans révélation majeure supplémentaire. Dans une lecture plus optimiste, la normalisation pourrait être plus rapide. Elle repose sur l'idée que les investigations permettent d'identifier clairement les réseaux impliqués et de refermer la faille sans étendre durablement les restrictions. Dans ce cas, la suspension serait perçue, a posteriori, comme une parenthèse défensive, ayant renforcé la crédibilité de l'État sans transformer durablement le climat d'ouverture. Le tourisme pourrait alors redémarrer sous des règles clarifiées, rassurant à la fois les acteurs locaux et les partenaires extérieurs. Cette trajectoire suppose une communication maîtrisée et des signaux de stabilité rapidement visibles. Dans une perspective plus sombre, le durcissement pourrait se prolonger. Si les enquêtes mettent au jour des ramifications plus larges ou si de nouvelles menaces apparaissent, la suspension pourrait être prolongée ou remplacée par des restrictions permanentes. Dans cette configuration, le tourisme deviendrait un secteur secondaire, durablement contraint par des impératifs sécuritaires. Les coûts économiques s'accumuleraient, tandis que l'isolement relatif du pays s'accentuerait. Cette perspective alimente les craintes de ceux qui redoutent qu'une mesure exceptionnelle
ne se transforment en normes. Ces trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent moins du calendrier officiel que de l'évaluation continue du risque. La décision initiale crée un cadre dans lequel chaque évolution sécuritaire peut justifier un ajustement. Pour les observateurs, l'enjeu est donc de surveiller non seulement la date de reprise annoncée, mais les critères qui la rendront crédible. La recommandation implicite pour le public est de lire ces évolutions avec prudence. Plutôt que d'opposer ouverture et sécurité, il s'agit d'analyser comment l'État arbitre entre ces deux pôles au fil des événements. C'est dans cette dynamique, plus que dans l'annonce ponctuelle, que se jouera la portée réelle de la suspension. Pour le public, la suspension du tourisme n'est pas seulement une information politique lointaine, elle se traduit par des effets différenciés selon les profils. Les habitants des zones urbaines, notamment ceux liés indirectement au secteur des services, perçoivent rapidement la contraction de l'activité. Moins de clients, moins de circulation, moins d'opportunités ponctuelles. Cette baisse diffuse ne prend pas toujours la forme d'un choc immédiat, mais d'une érosion progressive des revenus, difficile à compenser à court terme. Dans les régions moins directement exposées au tourisme international, la lecture est souvent différente. Là, la mesure est davantage interprétée comme un geste de protection collective. Le raisonnement est pragmatique. Si une activité devient un point d'entrée pour des menaces, alors la suspendre est un sacrifice acceptable. Cette perception s'appuie sur une expérience vécue de l'insécurité, où les coûts d'une déstabilisation politique sont jugés supérieurs aux pertes économiques sectorielles. Pour les jeunes, en particulier, la décision nourrit un sentiment ambivalent. D'un côté, elle renforce l'idée d'un État qui affirme son autorité et sa capacité de décision. De l'autre, elle réduit un horizon déjà limité d'emploi et d'échanges avec l'extérieur. Cette tension entre protection et opportunité alimente des discussions plus larges sur l'avenir du pays et sur la place qu'il souhaite occuper dans la région. À l'échelle plus large du Sahel, ces débats y trouvent un écho. Les populations observent comment les États voisins réagissent à des menaces similaires et comparent les choix effectués. La suspension du tourisme devient alors un cas d'école, utilisé pour réfléchir aux compromis possibles entre souveraineté, sécurité et développement. Ce lien avec le public repose donc moins sur l'adhésion unanime que sur une interrogation partagée. La question n'est pas seulement de savoir si la mesure est juste ou excessive, mais comment chacun accepte ou non le coût d'une sécurité renforcée dans sa vie quotidienne. La feuille de route esquissée par les autorités repose sur plusieurs étapes successives présentées comme complémentaires plutôt que simultanées. La première consiste à finaliser les enquêtes en cours en consolidant les informations issues des communications, des déplacements et des réseaux de soutien identifiés. Cette phase est décrite comme prioritaire car elle conditionne la crédibilité de toute réouverture. Sans clarification suffisante des risques, aucune normalisation durable n'est envisagée. La deuxième étape concerne la refonte des protocoles d'entrée. Les responsables évoquent une coordination renforcée entre les services de renseignement, l'immigration et les acteurs administratifs locaux. L'objectif affiché est de transformer le contrôle aux frontières en processus continu, depuis la demande de visa jusqu'au suivi des déplacements internes. Cette approche vise moins à exclure qu'à réduire les angles morts qui auraient été exploités auparavant. Un troisième axe porte sur la responsabilisation des intermédiaires. Les agences de voyage et opérateurs touristiques sont appelés à jouer un rôle plus actif dans la vérification des profils et des itinéraires. Cette évolution implique de nouvelles obligations, mais aussi une redéfinition de leur place dans le dispositif sécuritaire. Le secteur n'est plus seulement économique, il devient un maillon de prévention. À ces mesures s'ajoute un volet politique et symbolique.
Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité d'assumer publiquement ses choix, même s'ils sont impopulaires à court terme. Pour le pouvoir, la cohérence entre discours et action est essentielle afin d'éviter que la suspension ne soit perçue comme arbitraire. La temporalité annoncée doit donc être accompagnée de critères lisibles d'évaluation et de sortie. Enfin, la dernière étape envisagée est celle de la réouverture conditionnelle. Elle ne serait pas un simple retour à l'état antérieur, mais l'entrée dans un régime plus encadré, où la sécurité demeure un filtre permanent. Cette trajectoire dessine une solution progressive fondée sur l'idée que la confiance ne se décrète pas, mais se reconstruit par étapes mesurables. Le fil émotionnel de cette décision ramène au visage évoqué plus tôt. Le guide sans client, l'hôtelier aux chambres vides, le chauffeur immobilisé. Ces figures, apparues dès les premiers jours de la suspension, incarnent le coût humain d'un choix stratégique souvent résumé en termes abstraits. Leur réalité rappelle que chaque mesure de sécurité se traduit par des vies mises en attente, des projets différés et une incertitude qui s'installe au quotidien. Dans le discours officiel, ce sacrifice est présenté comme transitoire et nécessaire. Ibrahim Traoré revient régulièrement à cette idée. Mieux vaut supporter une pression économique concentrée que risquer une instabilité politique durable. Cette logique cherche à transformer la contrainte en acte de protection collective, en reliant les pertes individuelles à une promesse de sécurité commune. Elle repose toutefois sur un pari fragile, celui de la patience sociale et de la confiance dans la temporalité annoncée. Le contraste est saisissant entre le silence des frontières fermées et l'intensité du débat qu'elles suscitent. D'un côté, une administration qui resserre les filtres. De l'autre, une société qui s'interroge sur la durée et la portée de ce resserrement. L'émotion naît précisément de cet écart, la conscience d'un danger évité mêlée à la crainte d'un avenir plus étroit. Cette conclusion ne tranche pas. Elle met en tension deux aspirations légitimes, la sécurité et la possibilité de vivre dignement de son travail. La décision actuelle se situe à leur point de friction. Reste à savoir si, une fois l'urgence passée, ce point de friction pourra se déplacer sans laisser de traces durables. La suspension du tourisme au Burkina Faso ne se résume pas à une mesure administrative ponctuelle. Elle s'inscrit dans un débat plus large sur la manière dont les sociétés contemporaines arbitrent entre ouverture et protection. En choisissant de privilégier la vigilance, le pays envoie un signal qui dépasse ses frontières et interroge des dynamiques déjà visibles ailleurs dans la région. Cette décision invite à réfléchir à ce que signifie réellement la souveraineté dans un contexte où les menaces sont diffuses, mobiles et souvent invisibles. Pour les observateurs, l'enjeu n'est pas seulement d'approuver ou de condamner ce choix, mais d'en suivre les effets concrets dans le temps. La manière dont l'État accompagnera les acteurs touchés, la transparence des critères de réouverture et la capacité à rétablir une confiance minimale seront déterminantes. Ibrahim Traoré, en assumant cette ligne, place son action sous le regard attentif d'une population et d'une région en quête de stabilité. Cette situation ouvre un espace de discussion plutôt qu'un verdict définitif. Elle pose une question simple mais essentielle. Jusqu'où une société est-elle prête à aller pour se sentir en sécurité? Et à quelles conditions accepte-t-elle le coût de cette protection? C'est dans cet échange entre expérience vécue et analyse collective que se construira la suite.